Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que la nouvelle génération de meufs s'habille, un peu comme des ados? Très récemment, c'était l'anniversaire de Yasmine Golochoglova, une créatrice de contenu. Elle a eu 30 ans et ça a surpris toute son audience. Elle a carrément fait un TikTok pour expliquer que oui, c'est pas une fake news, elle a bel et bien 30 ans, dans lequel elle parle aussi de pourquoi, selon elle, les gens pensent pas qu'elle a 30 ans. Elle met ça sur le compte du fait qu'elle soit petite, qu'elle était très plutôt rond, etc. Mais moi, je mets ça surtout sur le compte de son style. Et en réalité, c'est assez symptomatique de toute cette nouvelle génération de jeunes femmes qui ont à peu près mon âge, fin de la vingtaine, début de la trentaine, et qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles, à ce qu'on attend de ce que les femmes devraient ressembler à 30 ans. Parce que dans l'imaginaire collectif, une femme de 30 ans, elle a quand même l'âge d'être une daronne. Donc, il serait temps qu'elle se ressaisisse, qu'elle se fasse détatouer, qu'elle enlève ses couleurs, qu'elle enlève ses piercings, et puis qu'elle ait un style un petit peu plus mature. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler des grandes trends de ces 2 dernières années. En premier lieu, des Laboubou, des Mon Chichi, Jellycat, Sonny Angels, toutes ces petites peluches, ces statuettes que les meufs se sont mis à collectionner ces dernières années et à porter accrochées à la ceinture, accrochées au sac, etc., qui font partie prenante des tenues maintenant de plein de meufs, en fait, qui ont aussi été portées évidemment par de grandes célébrités. Je pense évidemment à Rihanna, à Lisa des Blackpink, à Dua Lipa, etc., etc. Ça a été vraiment un phénomène. Aujourd'hui, on commence un peu à s'en lasser, mais en réalité, ce phénomène, il dépasse ces petites statuettes et ces petites peluches parce que c'est tout un style. Je pense que c'est beaucoup lié à l'explosion des couleurs, au layering, aux bijoux dentaires, strass dentaires. Vous savez, les clips aussi qu'on peut se mettre dans les cheveux, de cheveux à paillettes, la profusion de bijoux un peu chunky, de couleurs, les ongles pleins de charms, etc. Le réinvestissement de t-shirts à motifs qu'on portait quand on était ado, etc. Il y a vraiment tout un nouveau vocabulaire esthétique, stylistique dans la mode qui fait beaucoup penser au style des ados, au style de l'adolescence et qui est en fait plébiscité par des jeunes femmes, des jeunes adultes. Dans cette vidéo, j'ai envie de comprendre un peu cette tendance de société parce que au-delà d'être une trend, notamment celle des laboubous qui est très limitée dans le temps, je pense vraiment que ça dit quelque chose d'une génération de meufs. Donc installez-vous confortablement et puis on va commencer sans plus tarder, ma foi. Tout d'abord, évidemment, on prend the bigger scale. C'est la conséquence d'un contexte économique, social et politique particulier qui ne nous laisse pas devenir adultes. En 2015, Patrick Dubéchot, qui est un sociologue démographe, écrit cet article intitulé L'autonomie comme norme attendue, mais une indépendance impossible. Cet article est hyper intéressant. En fait, dedans, il explique que depuis les années 80, il y a tout un tas de chercheurs et de chercheuses qui s'intéresse à l'étirement chronologique du moment dans la vie au sortir de l'adolescence où on est censé devenir adulte. Il nous explique que depuis plus de 30 ans, le contexte économique et social a engendré une grande précarité dans les domaines du logement, de l'accès à l'emploi, mais aussi de la vie matrimoniale, qui a pour conséquence que les jeunes, même s'ils le veulent, ne peuvent plus devenir adultes. L'accès à l'adultéité est de plus en plus compliqué et épineux, et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'élongation, les prolongations des études, les études qui sont de plus en plus longues. Il est aussi très fréquent qu'après même un master en alternance, on ne trouve pas de travail. C'est très fréquent maintenant de faire un an de chômage après ses études, ou alors d'enchaîner des CDD très courts. Et en fait, ce que nous dit du coup ce chercheur, mais aussi l'expérience empirique, hein, si vous avez mon âge, je pense qu'on est plein à avoir été dans ce cas-là. Moi-même, en tant que freelance, c'est aussi un type de vie particulier. Ça nous inculque que le parcours de transition jusqu'à l'âge adulte est devenu, et ça, c'est Patrick Dubéchot qui l'écrit, un long apprentissage de la précarité dans une société de l'incertitude. Ça fait pas rêver les gars. Et surtout,
Patrick Dubéchaud a écrit ça en 2015. Nous sommes en 2026, 11 ans après, et entre-temps, on a eu la crise du Covid. On a eu la crise du Covid qui a littéralement terrassé la jeunesse. Aujourd'hui, on assiste quand même à un truc assez phénoménal et angoissant qui est que un jeune sur 4 aujourd'hui en France vit en dessous du seuil de pauvreté. Et cette donnée qui vient de l'adresse, elle est à rapprocher aussi à un rapport, le troisième rapport de l'Observatoire des inégalités qui est sorti en 2022 et qui nous inculque que la moitié des pauvres ont 30 ans. Alors, la jeunesse a toujours été une catégorie de la population précaire, mais ce qui est hyper étonnant depuis quelques années, et notamment depuis la Covid, c'est que il y a une énorme augmentation, plus de 50% ces 15 dernières années, de pauvreté parmi les jeunes, parmi les moins de 30 ans, quoi. Du coup, la conséquence directe, c'est que ces jeunes, ils sont obligés de quémander de l'aide auprès de leurs amis, auprès de leurs parents, parfois aussi obligés de réemménager chez leurs parents. Tout ça, évidemment, ça joue sur l'évolution des goûts, sur la capacité à changer son style, non seulement financière et d'un point de vue tout à fait matériel, en s'achetant des nouveaux habits, en allant plutôt acheter des trucs dans des marques de bonne qualité, je sais pas, qui souvent sont des vêtements avec des couleurs plus neutres, des formes plus simples, parce que ça tient dans le temps, qu'il y a tout l'imaginaire autour de la durabilité du vêtement et tout. Ça, il faut avoir le capital économique pour se le permettre, mais aussi tout simplement dans une volonté de rester encore dans l'enfance psychologiquement. Et cela a pour conséquence l'effusion des adolescents. L'adolescence qui est aussi d'ailleurs, je crois, une série sur France Inter animée par Louise Aubry. Or, cette notion d'adolescent qui est de plus en plus popularisée dans notre société, à l'origine, elle a été créée par un certain Tony Anatrella, qui n'est autre qu'un prêtre psychothérapeute à deux balles archi-homophobe. Et en fait, moi, j'ai commencé en cherchant adolescence sur Google. Je suis tombée sur des articles de lui très vite dans Kern, parce que c'est lui qui a inventé le concept, sans aucune contextualisation de qui est cette personne. Or, je pense qu'il est hyper important de mettre les points sur les i quand on parle d'adolescence et qu'on parle de cet homme-là, parce qu'en fait, cette personne, donc ce prêtre psychothérapeute, il a été accusé par plein de personnes d'avoir attouché des patients, d'avoir fait des abus en fait sexuels sur des patients pendant des sessions de thérapie visant à les guérir de leur homosexualité. Cette personne également a signé un article en 1999 intitulé À propos d'une folie, et la folie dont il parle, c'est le pax homosexuel. Et il a fait toute sa carrière là-dessus. Il a fait toute sa carrière sur la notion d'adolescence. Il a écrit toute sa vie des bouquins sur les ados, etc. Et ça n'est pas un cas isolé. Typiquement, quand j'ai tapé du coup adolescence sur Google pour préparer cette vidéo, je suis tombée très vite sur Kern, sur un article de Robert Redeker, un certain philosophe, lui aussi à deux balles, qui a signé et publié des tribunes anti-islam en 2009 notamment, et qui en fait a une position hyper négative vis-à-vis des adolescents. Dans ces articles, les adolescents sont sans cesse présentés comme des adultes qui refusent de grandir, qui refusent la responsabilité qu'induit l'âge adulte. Ça serait une condition en fait pathologique de l'être humain. L'adolescent serait l'être humain que les industries du divertissement fabriquent à la chaîne. Ça, c'est texto ce qu'écrit Robert Redeker. En gros, un adolescent est un adulte pathologique qui ne sait ni choisir ni juger, qui refuse toute forme de responsabilité dans sa vie et qui finalement mène une existence de divertissement. Le bilan est pas beau à voir, mais ce que ça nous dit, c'est que cette notion d'adolescence, elle est profondément patriarcale et homophobe en fait. Devenir un adulte, selon les gens qui ont littéralement inventé le concept d'adolescent, devrait vouloir dire assumer une sexualité hétérosexuelle pénétrative. Ça serait choisir et juger en bonne conscience et en toute rationalité. C'est vraiment relayer une vision de l'être humain basée sur la conscience et la rationalité, mais aussi sur le refoulement de l'émotivité, de la sensibilité, de l'ambiguïté ou encore du consensus, qui sont des valeurs souvent
liées soit au féminin, soit à l'enfant, en tout cas liées à la vision de la faiblesse, quoi, qui ne sont pas souhaitables et dont il faut au contraire se défaire quand on devient adulte. Est-ce que c'est vraiment un être humain comme ça qu'on a envie de devenir? D'un point de vue fashion, tout ça, ça se traduirait par abandonner les joggings, les sneakers, les couleurs, les t-shirts à motifs et à slogans de nos teenage years pour porter le costume, la cravate. Pour les femmes, ça voudrait dire un maquillage discret, s'attacher les cheveux, une forme de sobriété en fait, hein, parce que il faut vestimentairement véhiculer cette idée de la rationalité, cette idée de l'autorité en fait, qui sont associées au concept d'adultéité. Il faudrait surtout pas avoir l'air immature. Et je pense que ce que nous dit cette crise vestimentaire, c'est qu'on assiste à une génération, et notamment de femmes, qui se rebelle contre cette vieille poussiéreuse conception de l'adultéité qui en fait est le relais du patriarcat, de l'homophobie, etc. Et qui se rebelle aussi contre l'organisation sociale et étatique de l'adultéité. Parce que ça passe évidemment par le mariage, par la propriété privée, par le fait d'avoir des enfants, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il fallait commencer par ça dans cette vidéo, c'est que la définition de l'adultéité, ça constitue un enjeu de lutte. Être un adulte est une construction sociale. Dans ce contexte, quel est le cas particulier des femmes et qu'est-ce que ça voudrait dire ressembler à une femme? Je parlais de l'exemple de Yasmine, mais en réalité, ce qui est intéressant avec la génération de meufs qui ont 30 ans, c'est que c'est des influenceuses, peut-être parmi les premières, même si on a des plus âgées évidemment, et qui commencent à être vraiment adultes, hein. Qui sont plus des ados, qui font du contenu depuis qu'elles ont 15 piges. Aujourd'hui, elles en ont le double. Et elles se rendent compte qu'on attend différentes choses d'elles maintenant qu'elles en ont 30 ans. Il y a une pression sociale qui s'organise autour de ça. Il y en a plein qui en parlent. Maui de Saint-Denis, par exemple, elle en parle en long, en large et en travers dans ses réseaux sociaux. Non seulement de la pression que ça peut être d'avoir 31, 32 ans et de pas encore s'être trouvé, etc., mais aussi de la pression sociale liée à la manière dont on s'habille. Putain, t'as 30 ans, meuf, get your shit together. Et tout ça est évidemment accentué par le contexte actuel qui est une baisse de natalité drastique et tous les politiques qui commencent à avoir chaud au cul et qui commencent à nous mettre la pression pour qu'on fasse des gosses. D'ailleurs, je crois que c'est mon mec qui m'a dit ça. Il va recevoir une lettre cette année parce qu'il va avoir 28 ans et que le gouvernement va envoyer des lettres aux gens qui ont 28 ans cette année pour leur dire, voilà, si vous voulez aller congeler vos ovocytes, c'est possible. Et en réalité, derrière le mouvement des tradwives, c'est beaucoup ça aussi, hein, c'est beaucoup d'influenceuses, on assiste aussi à ça, qui ont pu être punk, féministes, grossières dans leurs vidéos d'avant et qui sont devenues mères et qui se sont rebrandées complètement en fait. La maternité, l'injonction à la maternité, elle annule toutes les autres possibilités d'existence pour les femmes. Si tu es mère ou on your way to be a mom, tu peux plus être sexy, tu peux plus être punk, tu peux plus être outrancière, tu peux plus être rien d'autre. Ça, c'est aussi une meuf qui en parlait, je crois que ça s'appelle, son compte s'appelle La Meuf Là. Elle fait aussi des vidéos sur TikTok, etc. Et elle est tombée enceinte en 2025 et on lui a refusé. Bon, après, c'est des problèmes d'influenceuse, mais c'est marrant quand même à souligner parce que ça illustre mon propos. On lui a refusé des partenariats parce que son image, avec des marques de grossesse évidemment, parce que son image était trop sexy sur les réseaux sociaux parce qu'elle pose un peu à poil et tout. Ça en dit long quand même sur le fait que devenir maman, ça devrait vouloir dire abandonner un style sulfureux crari, c'est abandonner une part d'individualité pour finalement ressembler à ce qu'il est attendu qu'une femme mère ressemble, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, toute cette esthétique adolescente dont on parle et dont on va parler plus longuement dans la prochaine partie de cette vidéo, c'est souvent aussi associé à un truc assez trash de party girl. Par exemple, là, il y a le show des Iguales qui vient d'arriver il y a quelques jours parce que c'est la Fashion Week à Milan en ce moment. Et le décor, c'est littéralement un décor de lendemain de soirée. Et on y retrouve plein de trucs finalement de cette culture un peu teenage culture dans lequel les millennials et la Gen Z ont grandi. Et je pense que justement, il y a ce côté en fait où c'est absolument pas compatible avec le fait de grandir, avec le fait d'être aux yeux de la société une adulte, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a plein de meufs pour qui s'habiller de cette manière, c'est aussi une manière de faire un fuck
à ces conventions sociales de dire: «Bah non, moi je vais pas me marier, je vais pas avoir d'enfants ou en tout cas pas tout de suite». Il y a aussi beaucoup plus de femmes qui assument le fait qu'elles ne veulent pas être mères. Je pense à ce bouquin que j'ai pas lu mais qui a l'air très bien, qui s'intitule Nulle part et alors, qui est un ouvrage collectif édité par Chloé Delorme, où il y a notamment les contributions de Mona Chollet, Rokhaya Diallo, Amandine Gay, etc., où les femmes parlent de leurs souhaits et leur vœu de ne pas avoir d'enfants. Le fait d'avoir un style beaucoup plus décalé, beaucoup plus teenage coded, etc., ça peut être le reflet de cette prise de position politique aussi, que ça soit en fait assumé ou pas. En tout cas, c'est le reflet de tout ce contexte politique, économique et social. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on parle de Labubu, de Hello Kitty et tutti quanti, c'est que ce sont des peluches, ce sont des couleurs, ce sont des textures, donc ce sont des objets qui relèvent du champ émotionnel. Et sensationnel, évidemment. Breaking news, la mode est remplie d'émotions. Et ça, c'est notamment Elizabeth Wilson, qui est une très grande théoricienne de la mode, qui en parle dans son œuvre Adorned in Dreams. En gros, cette dimension émotionnelle de la mode, elle est omniprésente et pourtant elle est très très peu commentée. Et c'est vrai, genre, on explique tout le temps la mode par le biais voilà, de contexte économique, social et politique, comme je viens de le faire dans cette première partie, mais on va jamais expliciter pourquoi est-ce que finalement la mode elle a trait aussi à des choses qu'on ressent, quoi. Par exemple, on peut se sentir hyper honteux ou honteuse, avoir le feu aux joues tout à coup, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas suffisamment habillé pour un événement. Au contraire, un vêtement qu'on adore, qu'on chérit particulièrement, où on se trouve vraiment beau gosse, peut nous donner la confiance en nous nécessaire pour aller déclarer notre flamme à ce crush qu'on aime en secret depuis 3 ans. Ça, c'est le pouvoir de la fashion. Les vêtements sont intrinsèquement liés aux émotions des personnes qui les portent, en fait. C'est pour ça que la mode n'est pas que symbolique. Elle ne donne pas seulement à voir le statut social. Certes, c'est le cas, mais ça ne s'arrête pas là. La mode n'est pas non plus qu'un signifiant. Elle ne sert pas simplement à dire quelque chose, à montrer son identité. On ne s'habille pas de la même manière quand on est triste que quand on est content. Tous les matins, nos émotions sont hyper décisives sur les vêtements qu'on va choisir de porter, quoi. Et à l'inverse, les vêtements sont hyper décisifs sur les émotions qu'on va ressentir au courant de nos journées. Maintenant qu'on sait ça, ce qui est hyper intéressant et moi ce qui me mindfuck personnellement, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, malgré le fait que les vêtements sont des objets hyper liés à nos émotions, eh ben on a complètement désinvesti ce champ émotionnel du vêtement. On n'a plus du tout un rapport émotionnel à nos vêtements, à la mode. Et pour moi, ça s'explique en 3 points. Le premier, c'est à cause de la figure omniprésente du cool et du cynisme ambiant, en fait, surtout dans l'ère post-Demna, et notamment les jeunes adultes qui ont mon âge, hein, les Gen Z millennials. Je pense qu'on a tous été mindfuck par Demna chez Balenciaga, d'être très détachés de ce qu'on porte, de vouloir mettre des lunettes de vitesse parce que c'est so cool. On a été matrixés, les jeunes adultes d'aujourd'hui, je pense, par cette esthétique-là. Deuxièmement, on a complètement désinvesti émotionnellement nos vêtements parce que aujourd'hui, notre rapport à la mode se fait sur la modalité de l'image et non plus de la sensation. On enregistre des photos comme inspiration pour notre style. On crée des tableaux sur Pinterest quand on a envie de changer de coupe ou qu'on a envie de changer de style. Et même l'expérience sensorielle qu'est la cabine d'essayage dans un magasin, elle est polluée par l'image aujourd'hui. Moi, je me rends compte, hein, hyper souvent, quand je suis dans une cabine d'essayage, alors je me regarde rapidos dans le miroir, mais je ne me fais même pas vraiment face, mais je vais demander à ma pote qui m'accompagne de me prendre en photo dans la cabine. La photo, c'est même immiscé dans la cabine d'essayage, quoi. Qui par ailleurs est une expérience terrifiante, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc il y a une forme d'artificialisation de notre rapport aux vêtements. Et troisièmement, j'ai bien pensé à mon truc, hein, j'ai des arguments béton. Troisièmement, je pense qu'on n'a plus du tout un rapport d'émotion et d'émotionnalité à nos vêtements parce que à cause de nos pratiques de consommation, hein. La fast fashion, le développement des micro-trends, etc., ne favorisent pas l'investissement émotionnel dans les vêtements. En fait, nos vêtements sont jetables. Nos vêtements ne sont plus des objets intimes qui nous appartiennent et qu'on transmet aussi, qu'on peut donner.
dans lesquels on vit, dans lesquels on éprouve, mais ce sont simplement des passeurs de tendance, qu'on porte une fois ou 2 avant de les revendre sur Vinted. Et dit comme ça, c'est absolument déprimant. La conséquence de ces pratiques de consommation, c'est une marchéification totale de ces objets qui sont pourtant tout à fait intimes parce que à fleur de peau, parce qu'ils vraiment nous protègent littéralement. Et ce paradoxe, il résulte en une forme d'annulation du caractère émotionnel d'un vêtement. Tout ça fait que, selon moi en tout cas, on a eu envie, depuis 2, 3 ans peut-être, de réinvestir nos vêtements et d'y mettre quelque chose qui compte et quelque chose qui nous est vraiment personnel, c'est-à-dire d'y remettre nos émotions. Et toutes ces trends, reporter les t-shirts qu'on portait quand on était ado, les baby tees, les couleurs, le fait de faire aussi des couleurs dans les cheveux, les paillettes dans les cheveux, les ongles, le fait de porter plein de bijoux, notamment des bijoux en perles, comme les perles qu'on faisait quand on était enfant, etc. Et bah pour moi, ils ont de nouveau une fonction de talisman, de gris-gris, de porte-bonheur en fait, qu'on avait complètement perdu et qui pourtant font écho à la fonction superstitieuse de la mode. Ça, c'est aussi Elizabeth Wilson qui en parle dans Adorned in Dreams. En gros, elle raconte qu'un des trucs communs à toutes les civilisations, c'est que porter un vêtement ou un accessoire ou un maquillage ou un tatouage pour un rituel, pour une cérémonie et tout, ça a une dimension magique. Ça va permettre de porter chance. Elle écrit, je cite, dans l'Égypte antique, les amulettes en forme de scarabée protégeaient les morts dans l'au-delà, tandis qu'en Grèce et en Rome antique, les pendentifs en pierre gravée étaient censés éloigner le mauvais sort. Et aujourd'hui, on a vachement retrouvé ça, je trouve, avec les petits gris-gris, le côté rituel, protection, porte-bonheur refait vachement surface. Et c'est pas un hasard, notamment, que cette trend d'orner son sac à main de plein de gris-gris, de peluches, d'objets, de pins aussi, a vachement refait surface ces dernières années, hein. C'est pas du tout une trend qui est nouvelle, Jane Birkin le faisait déjà en son temps, mais ça m'étonne pas du tout que dans notre contexte actuel, ça aille gagner en popularité parce que le sac, c'est aussi un objet particulier dans la mode, c'est un objet qui est témoin du temps passé, de la vie quotidienne d'une femme. On pourrait presque deviner la vie d'une femme quand on regarde dans son sac. Enfin, c'est vraiment un partenaire des expériences, des voyages, des week-ends, des soirées qu'on passe. Donc il y a vraiment cette idée d'en refaire quelque chose qui nous est propre, de le réinvestir avec des objets qui nous sont chers quelque part. La popularité des marques comme Loewe, de l'univers aussi de Mathieu Blasi chez Bottega Veneta, maintenant chez Chanel, etc., ça marque aussi le retour à l'enfance en fait, comme étant une période où on s'autorisait à croire en ces petits rituels, en ces petits soins de l'âme, on va dire, qui nous apportent sécurité et réassurance. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez capté l'idée, quoi. Par ailleurs, porter des couleurs, se mettre à la couture aussi, porter un max de pins, vraiment personnaliser ses tenues, accrocher des peluches à son sac, etc. C'est aussi une manière de bricoler son propre style et donc d'injecter à nouveau une forme de créativité là-dedans, ainsi que de le réinvestir émotionnellement. Je pense qu'il était aussi important de parler de cette notion de bricolage, de ce concept du bricoleur tel qu'il a été défini par Claude Lévi-Strauss, un anthropologue, dans son ouvrage La pensée sauvage en 1962, dans lequel il dit que le bricoleur, c'est celui qui prend soin des choses, qui développe une connaissance des objets. Il sait les particularités des objets, il en prend soin. Et je crois que c'est quelque chose, un concept, qui aujourd'hui, dans notre époque, est hyper actuel et qui regagne en popularité parce que les gens en ont besoin, en fait. C'est aussi une docteure en philosophie qui s'appelle Fanny Lederlin qui a publié un holas bouquin à ce sujet qui s'appelle Éloge du bricolage, dans lequel elle écrit que le bricolage est un agir modeste à la portée de tous, en particulier des plus humbles ou des marginaux. Il y a l'idée avec le bricolage qu'il faut se débrouiller avec les moyens du bord, en fait. C'est s'opposer à la logique de l'ingénieur, selon Fanny Lederlin. La logique de l'ingénieur, c'est-à-dire ce mode de pensée et de faire qui domine notre monde actuel et qui prétend, je cite, résoudre les problèmes par l'efficacité du calcul et l'absence de limites. Un monde qui fait pas rêver.
Et ça, on s'en rend compte, je pense. Les jeunes gens de mon âge, les jeunes adultes, on s'en rend vachement compte. Ces pratiques vestimentaires, elles rejoignent vachement cette idée de bricoler. Ces pratiques de DIY, évidemment, d'upcycling qui ont beaucoup le vent en poupe actuellement et qui consistent en fait à réhabiliter le déchet, à accepter aussi l'incident. Le bricolage devient un principe de création, un principe du faire. Malheureusement, parce qu'on vit dans un monde de merde, il y a un certain nombre de ces pratiques de bricolage, de personnalisation de son propre style, qui ont évidemment été récupérées par les marques, par le marché, et du coup, bah, ça devient juste de la consommation émotionnelle et ça pue la merde. Il y a une chercheuse qui s'appelle Hélène Breda, et d'ailleurs, comme d'habitude, il y a toutes les sources en barre d'infos que j'ai utilisées pour cette vidéo. Et ben, Hélène Breda, elle a écrit un article sur les adultes qui sont fans de Disney. Disney réactive des émotions liées à l'enfance, évidemment, et ces émotions apportent aux adultes un sentiment de sécurité ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils vont au parc Disney, ou quand ils regardent leurs peluches Disney qu'ils ont achetées, ou quel que soit le merch qu'ils ont acheté Disney, les adultes sont immédiatement renvoyés à un sentiment de réconfort, de nostalgie inéluctable qui leur appartient. Ce sentiment de sécurité ontologique, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas leur être arraché, qui les ramène à un endroit de l'enfance qui souvent en plus est hyper fantasmé parce que l'enfance, guys, c'était pas si joyeux, c'était pas si sécuritaire, hein. Et ça devient littéralement un type de consommation, un type de consommation émotionnelle parce que les marques ne sont pas connes et elles ont capté que c'était l'argument de vente de choc. Et je trouve d'ailleurs que les trucs ASMR sont vachement liés à ça. Moi, je regarde beaucoup d'ASMR et je suis souvent interloquée quand je vois les objets que les ASMRtistes utilisent et achètent pour nous détendre. C'est méga régressif, guys. En vrai, ça me gêne presque, quoi. Enfin, des espèces de peluches et des squishies en forme de cupcake mignon kawaii. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc dont j'ai pas encore parlé, un truc hyper lié à l'Asie. Et je pense que tout ça est aussi vachement lié à l'influence culturelle de l'Asie, notamment de la Corée du Sud avec la Hallyu, qui est la vague culturelle coréenne du Sud, en fait, qui implante en Occident des nouvelles pratiques de consommation liées évidemment à la beauté, aux vêtements, mais aussi à nos esthétiques de manière générale, quoi. Et tout ça, ça fait qu'il y a un nouveau consommateur, qui n'est autre que le kidulte, ça s'appelle. Et c'est le meilleur consommateur, parce que puisqu'il pense que cet objet, ce vêtement, cette peluche est associé à quelque chose de tellement personnel, de tellement intime, son émotion, son enfance, bah évidemment, il a beaucoup moins de mal à sortir son porte-monnaie et à payer. Les objets Hello Kitty, ça marche aussi sur ce principe-là, quoi. Et ça donne lieu finalement à ce que Eva Illouz, qui est sociologue, directrice de l'EHESS, a appelé la marchandise des émotions. C'est un ouvrage collectif qu'elle a édité il y a quelques années, dans lequel elle dresse, avec d'autres auteurs et d'autres autrices, une sociologie de l'émotion en lien au capitalisme. Dedans, ces auteurs et ces autrices et Eva Illouz développent notamment le concept de emodities. Les emodities sont des genres de nœuds qui se forment entre des émotions et des actes de consommation qui s'entrelacent jusqu'à devenir inséparables, se définir et s'autoriser mutuellement. En gros, Eva Illouz, elle affirme que depuis la fin du 19e siècle, il y a une intensification de la vie émotionnelle. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à même à se définir par nos émotions qu'il y a non seulement 50 ans, mais encore plus 200 ans, quoi. Vous voyez un petit peu le principe. Et cela a pour conséquence l'irruption de pratiques de branding émotionnel qui font en fait, enfin qui connotent les marchandises, les biens de consommation avec des émotions positives. Et ces pratiques de branding émotionnel du fait qu'on va vraiment surinvestir ce qu'on achète par le biais de nos émotions, Dana Kaplan dans le chapitre qu'elle a écrit explique que c'est lié aux métropoles, à l'indifférence affective qu'instille le capitalisme dans la grande ville. Et ça, en fait, c'est pas nouveau, hein. Et si vous avez regardé ma vidéo sur New York, d'ailleurs, allez le faire, elle a pas du tout marché, alors que je trouve que c'est un banger, donc
cliquez dessus, c'est le moment. Je vous en parlais en fait, et je parlais notamment de Georg Simmel, philosophe, sociologue du début du XXe siècle, qui lui parle de la figure du blasé, du blasement du citadin en fait. Le citadin est blasé parce que il est tellement, tellement pris à partie dans la ville par le biais des néons, des publicités, des couleurs, des klaxons. Il y a aussi une espèce d'effervescence sonore autour de lui. Il y a trop de choses, donc il ne voit plus rien, donc plus rien ne lui donne envie en fait. Il est blasé, il est cynique, il est complètement à côté de ses pompes, le pauvre. Et parce que justement, il se sent blasé, c'est le client idéal pour les marques justement qui vont intégrer l'affect dans leur processus marketing, dans leurs objets, etc. Nous sommes vraiment des pigeons. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe hyper intéressant en fait. Les émotions qu'éprouvent les individus sont certes authentiques, mais elles sont manufacturées par une industrie qui en tire profit. Et l'industrie de la mode en tire évidemment profit, en fait. Je sais pas, par exemple, récemment, je suis retournée dans un Claire's et putain, j'avais envie de tout acheter. Parce que ça me rappelait la moi enfant qui adorait le Claire's. Et le fait qu'elle récupère, et notamment par le biais de toutes ces marques, Mon Chouchou, je sais plus quoi, Hello Kitty, Labubu, Sony Angels et tout, en fait, c'est vraiment court-circuiter cette potentialité de bricolage qu'on pourrait investir créativement nous-mêmes par les moyens du bord. Et ben, les marques court-circuitent, s'approprient, vampirisent en fait ces pratiques-là. Ce qui en fait montre aussi que les jeunes adultes et notamment les jeunes femmes adultes, et ça je crois que c'est aussi important qu'on le dise parce que s'il y a une forme de responsabilité là-dedans, sont de purs produits de la société de consommation. Là où pourtant elles développent beaucoup de DIY, d'upcycling, d'envie en fait de développer des pratiques de consommation alternatives, des styles aussi alternatifs. Mais en fait, elles sont tout le temps prises au piège du capitalisme, du marché, des marques, et on n'arrive pas à en sortir, quoi. Insert du montage, je m'inclus là-dedans, et je pense que les jeunes femmes n'arrivent pas à sortir de cette dialectique-là de consommation, parce qu'elles sont aussi les premières targets des marques, et qu'on a aussi été éduquées dans le souci de son apparence, dans une culture faite d'objets en fait, et finalement le bricolage, ça c'est un truc que j'ai pas dit mais c'est super genré. C'est les garçons à qui on apprend de bricoler. Et du coup, ce rapport au réel, et ben nous, les jeunes femmes, on est beaucoup moins susceptibles de l'avoir. Et ça, les marques l'ont très bien compris et c'est pour ça qu'elles nous vendent tout et n'importe quoi, beaucoup plus en fait qu'à nos collègues masculins qui ont le même âge que nous, quoi. Donc je pense que c'est aussi plus compliqué peut-être pour les jeunes femmes qui ont entre 27 et 35 ans de se libérer de ça parce qu'elles en sont les cibles, les premières targets aussi, quoi. Et je trouve que ce que ça dit, qui est aussi hyper intéressant, c'est que l'émotion, qui est peut-être quelque chose qui nous paraît le plus propre parce que c'est physique aussi, c'est psychosomatique, comme je le disais avant, avoir le feu aux joues. L'émotion, c'est ce qu'on ressent dans notre corps, c'est souvent notre corps qui nous donne le signal d'une émotion, etc. Donc on a l'impression, faussement, que c'est hyper intime, que ça nous est propre, que ça nous appartient. Eh ben non, en fait, ça ne nous appartient pas du tout. Et il y a au contraire une forme de réciprocité. Certes, les émotions sont la cause de certains achats, mais ces actes de consommation guident aussi les sujets dans l'expression et la production de leurs émotions. Autrement dit, nos émotions ne nous appartiennent plus tout à fait. Moi, ça me pose la question de si nos émotions ne nous appartiennent plus, que nous reste-t-il de propre? Puis en conclusion, en fait, j'ai envie de dire quand même, pour ne pas non plus trop flinguer l'ambiance, que moi je suis plutôt contente justement que les femmes de mon âge, les femmes de 30 ans et tout, s'habillent comme des ados, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment un truc joyeux là-dedans. On n'a pas parlé de ça non plus, mais il y a un truc assez fondamentalement joyeux dans le fait de réinvestir émotionnellement son style, d'injecter des pratiques créatives qui certes sont vampirées par le capitalisme, mais je pense aussi qu'il y a plein de meufs de mon âge qui en sont assez conscientes et qui essayent toujours finalement de naviguer entre tout ça. En tout cas, je pense que ce que ça dit, c'est qu'on est une société de jeunes adultes, qui n'avons plus envie de tout sacrifier pour être respectés en tant qu'adultes, en fait. Même au travail, et on n'a pas du tout parlé du travail, mais c'est peut-être l'endroit dans un bureau où c'est le plus difficile, en fait, l'épreuve de tout ça.
Mais j'ai quand même l'impression que dans les bureaux, ça change aussi. Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous, vous avez un job, parce que moi, vu que je bosse en freelance, je m'en fous un peu de tout ça. Mais même quand je bosse chez des clients dans les bureaux, vu que c'est la mode, c'est assez différent. Donc les meufs s'habillent comme elles le veulent. Mais j'ai quand même l'impression qu'on se détend la nouille et qu'on arrête de porter les talons, qu'on arrête de porter les tailleurs, qu'on arrête de s'attacher les cheveux dans des chignons hyper rigides et hyper sérieux pour justement prouver que on mérite d'être là, on mérite notre place, on la quémande presque à travers notre style et qu'on s'autorise plus de fun, qu'on s'autorise en fait de paraître aussi plus jeune. Et aussi, j'avais envie d'ouvrir la discussion là-dessus. Peut-être que ma vidéo, elle est déjà un petit peu datée parce que j'ai l'impression, et ça j'en parlais dans un TikTok, d'ailleurs rejoignez-moi sur TikTok, je poste plein de vidéos format court en ce moment. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les prédictions fashion 2026 avec l'éditorial dans The Cut de Mad Wadji. Et d'ailleurs, la popularité de ce photographe, l'édito qu'il a fait avec Elle Fanning, qui a vraiment été vachement relayé sur les réseaux sociaux et tout, on remarque bien qu'il y a la fin d'une ère, c'est un peu la fin du layering, des micro-trends, des couleurs, il y a une volonté de clarté, de précision dans la coupe, dans la forme. Ça veut pas dire que c'est plus fun, mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens de ma génération peut-être sont en train de tourner la page, I don't know. Donc je sais pas à quel point finalement on va continuer à s'habiller comme des ados et prendre plaisir à le faire ou pas. Voilà, j'espère que ce long format, cette vidéo essai vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Franchement, c'est ça qui fait vivre les vidéos sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Tchuss, à bientôt!